Je suis stressé, je dois faire une démo, je dois faire une présentation et nous avons des problèmes techniques. Nous sommes tous sous le coup du stress et je vais vous parler un petit peu plus loin de stress justement. Donc bonjour, donc la session a été titrée Se comprendre et comprendre les autres avec les neurosciences. Je vais commencer par me présenter, donc bonjour à tous. Je suis Stacy Boyce, coach agile. Vous aurez dans les slides, vous voyez ici à l'écran les diverses choses me concernant. Donc je suis facilitateur management 3.0. Je suis formé aux méthodes Lego Serious Play. Et pour parler de divers classements, pour essayer de se comprendre, je suis Ennéagramme base 6 et au niveau des familles d'âmes, artisan de la paix. J'en profite pour dire bonjour à Bruno. On est ici pour parler de compréhension de nous-mêmes et des autres. Donc, là, je viens de vous parler d'énéagramme, des familles d'âmes. On est assez fort pour classer les êtres humains. On se classe dès le plus jeune âge par âge, par sexe. On arrive dans les entreprises, on est classé par diplôme, on est classé par différentes choses. Et globalement, oui, le classement d'êtres humains est un sport planétaire. Il existe au niveau des tests, dont certains se basent sur les neurosciences, le MBTI, DISC, le modèle Océan, Ennéagramme, les familles d'âmes, Comcolor, et il y en a bien d'autres. J'ai d'ailleurs reçu hier un email me proposant un autre test de classement. On adore ça, on adore classer les êtres humains et moi je suis ici pour vous parler de classement. Je vais vous parler de l'approche neurocognitive et comportementale. Et donc en fait, j'ai un petit peu menti, c'est pas tout à fait les neurosciences, c'est mieux que les neurosciences, c'est un petit peu plus. Et donc l'approche neurocognitive et comportementale se base sur la biologie, notre biologie. L'historique, globalement, de l'approche neurocognitive et comportementale, vous l'avez actuellement à l'écran. On a commencé avec le neurochirurgien Paul MacLean, qui est le premier à avoir parlé d'un cerveau triunique, donc reptilien, limbique et le cortex, néocortex. 1970, ensuite est venu Henri Laborie. On doit à ce monsieur des choses super intéressantes, les neuroleptiques, voilà, et peut-être un petit peu moins le GHB. Il a écrit en 76 l'éloge de la fuite, qui est à la base de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, et est arrivé ensuite Jacques Fradin, qui a écrit les 3 livres que vous voyez à l'écran, et la présentation se base globalement sur manager selon les personnalités. Jacques Fradin est initiateur de l'approche neurocognitive et comportementale, dont je vais reprendre les éléments principaux aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir tout expliquer, c'est assez court. Je devrais m'arrêter vers 11h15 pour rester dans le timing, mais voilà. Et donc, l'approche neurocognitive et comportementale, c'est un petit peu mieux que les neurosciences. Pourquoi? Parce que ça se base sur la thérapie cognitivo-comportementale et les neurosciences. Les deux. Et le postulat est que, au niveau du comportement humain, notre génétique intervient pour plus de 50%. On dit merci maman, merci papa, merci aux grands-parents, mais également notre environnement. Merci les copains et les copines de classe, merci patron, merci collègues. Nous sommes influencés par notre environnement. On dit globalement que nous sommes le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Et notre comportement évolue au fil du temps, quoi qu'on en dise, parce que plus on vieillit, plus on va préfrontaliser et se servir de notre cerveau pour réagir différemment, ou pas. Ça dépend des personnes, bien entendu. Et donc, le conditionnement est un élément fondamental dans l'approche neurocognitive et comportementale. Et donc, je vais vous parler du modèle neurocomportemental des personnalités. Se comprendre, c'est passer par
analyser nos différentes personnalités parce que nous ne sommes pas uniques. Et je vais vous parler du cerveau. Celui qui nous dirige, c'est naturellement le cerveau. Depuis la nuit des temps, les animaux, et nous sommes des animaux, je vais peut-être en choquer certains, mais nous sommes des animaux, les animaux réagissent à leur environnement et nous avons acquis, avec l'évolution, certains fonctionnements primaires de tous ceux qui nous ont précédés. Alors attention, au super slide que vous avez actuellement sous les yeux, je vous présente une coupe sagittale d'un cerveau. Féminin, masculin, très bonne question. Paul MacLean a émis l'idée du cerveau triunique. Est arrivé ensuite l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale. Nous considérons 4 parties dans le cerveau. Elles sont ici à l'écran, vous les voyez. Il y a, en partant de la fin, le 4, en bas à droite, le cerveau reptilien qui lui se charge de la survie. Donc pourquoi j'ai peur, pourquoi je transpire, pourquoi je cours, pourquoi j'ai envie de fuir. C'est lui qui nous dit attention, tu es en danger. Le cerveau reptilien nous passe des messages de survie. C'est vraiment notre fonctionnement animal. Dans la nature, c'est lui qui va aider les animaux à fuir lorsqu'un prédateur arrive à proximité. Dans notre cas, il n'y a plus vraiment de danger de mort. Il n'y a plus vraiment de danger de mort. Mais à l'école, on a les copains, les copines. Au boulot, on a les collègues. Éventuellement, se méfier du collègue du bureau de gauche, le deuxième, qui éventuellement pourrait nous piquer notre place, etc. Tout ceci, c'est une réaction à notre environnement. Dans les autres parties du schéma, vous avez le paléolympique. J'ai pris quelques notes parce que, comme je l'ai dit, je fais une présentation, je suis stressé. Et donc, le paléolympique, comme indiqué sur le slide, c'est le positionnement grégaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le positionnement grégaire? Eh bien, c'est simplement la manière dont on va réagir en groupe. Il y a des personnes qui sont plus ou moins dominantes dans un groupe et autres, j'en discuterai tout à l'heure. Le 2A et le 2B, le néocortex sensorimoteur, qui fait bien ce que son nom dit, bouger, et la région néolimbique, elle s'occupe toutes les deux de tout ce qui est basique, de tout ce qui est connu. Cette région néolimbique, l'apprentissage est lent et le changement est compliqué. On dit toujours qu'on est résistant au changement, ça vient peut-être de là. Et le numéro 1, le néocortex préfrontal, c'est vraiment ce qui fait de nous des êtres humains, c'est tout ce qui est réflexion, tout ce qui est intelligence, créativité, c'est ce qui fait de nous un être humain. Et le néocortex préfrontal communique avec le limbique, néolimbique, paléolimbique, et le reptilien. Quand le reptilien dit « attention, au secours », le néocortex dit je vais regarder, analyser, réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Et quand on préfrontalise suffisamment, on arrive à se contrôler et se dire j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ou alors, pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? C'est à ça que sert notre cerveau. Avec d'autres choses naturellement, tout ce qui est survie physique, le cerveau s'en occupe, mais là ici je parle vraiment de tout ce qui est réflexion. Et donc le cerveau va marquer, va repérer tout ce qui nous plaît et ne nous plaît pas, va retenir ce qui va nous motiver. Et là je vais vous parler, faire une petite parenthèse sur le plaisir et son opposé, le déplaisir. Choisissez un autre mot si vous voulez. Lorsqu'on grandit, je vais prendre l'exemple des parents, on apprend petit à petit que bien se tenir à table, c'est bien. On nous dit, c'est bien, tu t'es bien tenu à table aujourd'hui. On nous apprend que crier constamment et jouer au ballon dans le salon, c'est pas terrible. Et on se retrouve privé de télé pendant une semaine ou de ballon. Et on apprend que quand on se tient bien, on a des récompenses, quand on se tient mal, on a des punitions. Ce système existe dans les entreprises
hélas, et vous avez souvent le bâton et la carotte, et on vous dit, si tu atteins tes objectifs, fin d'année, tu auras une belle prime. Et si vous n'atteignez pas vos objectifs, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas la prime. Vous allez le retenir, ça. Votre inconscient va le retenir. Le conscient aussi, mais aussi l'inconscient. Et tout ce que l'on va apprendre au fur et à mesure de notre existence, depuis déjà avant votre naissance, depuis avant la naissance, on va l'incorporer au niveau inconscient. Je vais revenir dessus tout de suite. Et donc je vous parlais, oui ça marche, je vous parlais de stress tout à l'heure, et globalement, tout ce qu'on va apprendre passe par différents états de stress. Le stress est quelque chose de positif, quoi qu'on en dise. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est constamment anxieux pour telle ou telle situation. Attention, où est mon gel? Je viens de toucher la table, je vais tout de suite mettre du gel, etc. Dans la situation où on est, situation depuis trop de mois maintenant, c'est relativement anxiogène. Et des personnes sont plus stressées que d'autres. Il y en a qui vont se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que les journaux nous rabâchent 24 heures sur 24 que c'est dangereux, qu'il faut faire attention? Et puis d'autres vont dire, oulala, je ferme la porte, je ferme les volets, je m'enferme dans ma chambre et je n'en sors plus. On réagit tous différemment, et ce qui fait qu'on réagit différemment vient de nos personnalités qui, elles, viennent du stress. Alors, Jacques Fradin dit que le stress est un moyen d'expression indirect de notre intelligence adaptative, préfrontale, paradoxalement peu consciente. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on fonctionne à partir du reptilien de manière assez automatique, et quoi qu'on en dise, le préfrontal est aussi inconscient. On a énormément de fonctionnement inconscient. Je vais faire appel aux geeks qui nous écoutent actuellement. Il y a un épisode des Avengers où à un moment donné ils sont tous réunis et il y a Hulk qui discute, on lui met la pression et à un moment donné on lui dit mais lâche ce que tu as en main. Et il a pris quelque chose en main de manière totalement inconsciente. Totalement inconsciente. Ça c'est le cerveau qui va réagir sans que nous en prenions conscience, sans qu'on ait à se dire « je vais prendre cet objet pour me défendre ». Non, inconsciemment, vous discutez et vous l'avez pris et vous êtes prêt à en découdre. Ce fonctionnement, pour s'en rendre compte, on doit l'amener à notre conscience. Et donc les états de stress, le slide suivant met un peu de temps à arriver, se définissent comme ceci. Toujours dans le même ordre pour les trois premiers que je vais citer, toujours dans le même ordre, ça a été observé au niveau animal et humain. On commence par un état de stress de fuite. Vous avez la gorge sèche, vous vous agitez, vous balbutiez, vous avez des chaleurs, vous transpirez, vous voudriez fuir, partir, vous cacher, devenir transparent et que le danger vous passe au-dessus de la tête sans vous toucher. C'est un peu que lorsqu'on est en classe, quand le prof dit « est-ce qu'il y a un volontaire ?» Et là, on regarde sa feuille, on regarde à gauche, à droite, on est comme ceci et on espère que le prof ne nous remarque pas. En général, quand il n'y a pas de contact visuel, hein, les yeux dans les yeux, le prof passe au-dessus de nous et on est content. Ça, c'est le stress de fuite. Une fois qu'on a dépassé le stress de fuite, on passe à la colère, à la lutte. L'animal qui fuit un danger, quand il se retrouve bloqué, va vouloir se défendre, va vouloir se battre, va vouloir survivre. Si le combat n'est pas possible, on passe en inhibition. Le lion fonce sur une gazelle, la gazelle est coincée, elle se laisse tomber, elle se laisse manger, c'est trop tard, c'est bon, je peux arrêter, je ne vais pas survivre, et elle se laisse manger. Ça nous arrive aussi, on ne se laisse pas manger naturellement, on ne se laisse pas manger, mais on va tendre vers la dépression peut-être. C'est le stress d'inhibition. Ces trois types de stress vont nous amener à enregistrer très profondément dans notre cerveau certains fonctionnements. Quand tout va bien, on est
hors du stress, on est calme. Et tout se passe bien. La fuite amène à de l'anxiété, la lutte amène à de l'agressivité, l'inhibition à de la sidération, je meurs. Et juste pour vous donner une image de ce que ça peut donner, oui, le calme nous permet d'être dans l'action, toujours dans l'action, de manière sereine. Et pour vous donner une idée des quatre types, voici 4 images. Donc, une dame essaye de se cacher sous les draps, c'est le stress de fuite. L'autre, juste à côté, s'énerve sur son ordinateur. On s'énerve, on agit un petit peu sous la colère. Et les 2 images du bas, à droite, la personne en inhibition, elle est prête à abandonner. Voilà, je ne sais pas du tout ce que je peux faire, je baisse les bras. C'est terminé. Et l'autre est totalement zen et dans le calme total. Si je vais trop vite, il faut me le dire, parce que je cours aussi un peu après l'heure. La réunion de tous ces états de stress, ce petit tableau, nous reprend les trois états de stress, fuite, lutte, inhibition, que l'on va dénommer état d'urgence de l'instinct. C'est un fonctionnement instinctif, vous ne savez rien faire contre, rien, strictement rien. Votre reptilien va d'office faire fuite, lutte, inhibition, quoi qu'il arrive. Le calme, c'est ce qu'on appelle l'activation de l'action. On peut agir sans stress. Et l'ensemble, on appelle ça l'état fonctionnel de l'instinct, ce qui m'amène à vous parler plus précisément de ce qui nous a amené à venir ici aujourd'hui, c'est les personnalités. Et donc, je vous ai parlé des 3 états de stress, plus le calme. Ces 4 états inscrivent profondément les différentes personnalités qui nous animent. Nous ne sommes pas uniques. Et c'est même pire, il y a, dans l'approche neurocognitive et comportementale, 8 biotypes différents qui nous définissent, qui définissent nos personnalités. Et cette explication est un peu simple. Il n'y a pas que 8 biotypes à prendre tels quels et à essayer de coller sur une personne ou une autre. Ces 8 biotypes vont être la base de la définition de ce qu'on va appeler nos tempéraments, ensuite nos caractères et une autre classification, les personnalités velléitaires. Je vais maintenant vous décrire les 3 éléments un peu plus précisément. Mais avant ceci, je tiens quand même à reparler à un moment de l'enregistrement très tôt dans notre existence de nos réactions et de la réaction de notre environnement au stress, de fuite, de lutte et d'inhibition. On appelle ça l'empreinte émotionnelle. C'est-à-dire, vous êtes pas encore né, presque né et tout juste né, donc de moins 6 mois à plus 6 mois, de moins 3 mois à plus 3 mois, ça dépend un peu. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. On va dire de moins 6 à plus 6, on a ce qu'on appelle la période périnatale. Et pendant cette période, nous allons enregistrer notre état interne et l'état de notre environnement. Comment notre environnement réagit à notre état de stress. Et on va enregistrer, on va être empreint de nos réactions. Alors je n'ai pas dit que on a une réaction aujourd'hui, elle est enregistrée à vie. C'est une suite, on tape sur le clou un certain nombre de fois et nous enregistrons dans notre cerveau la manière dont on va réagir. Et nous n'avons pas qu'une seule personnalité, elles sont multiples. Nous allons conserver 10% de nos réactions et nous allons avoir entre 1, 2, 3, 4 tempéraments
pris dans les biotypes et nous allons conserver ces tempéraments toute notre vie. Toute. Quoi qu'il se passe, c'est entre 1 et 4 tempéraments, nous allons les conserver. Je vais en parler un petit peu par après. Une fois que nous avons terminé cette période périnatale, on va ensuite être modélisé par notre environnement. Donc il y a bien deux choses qui se passent. La première, on enregistre bien profondément et ça ne changera jamais. Et après, notre environnement va nous influencer et nous transformer légèrement. On appelle ça l'éducation. Et donc, les biotypes, c'est le résultat de notre apprentissage. Qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'en ai fait? Les biotypes sont les suivants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le philosophe. Il fait suite à l'enregistrement dans notre cerveau d'un calme, d'une activation de l'action. Le bébé n'a pas faim, il est très bien, il n'a aucun stress, mais on vient lui donner à manger. Et tout d'un coup, ah, tiens, ça tombe bien, j'allais commencer à avoir faim, c'est bon, donne-moi à manger. C'est le genre de réaction que l'on va enregistrer. On appelle ça l'activation de l'action. C'est une personnalité, le philosophe, qui est dans le plaisir. C'est un extraverti, mais il n'est pas tourné vers les personnes. Il est plus tourné vers les choses. C'est quelqu'un qui va être autonome et axé sur les choses. Donc j'ai mes petites notes pour ne rien oublier. Oui. Au niveau, donc sur le slide, je vous parle de vêtements, par exemple. Toutes les caractéristiques que je vous cite, soit on les retrouve toutes, soit on n'en retrouve qu'une, soit peut-être que sur le slide, il n'y a pas l'élément qui fait partie de votre personnalité si vous êtes philosophe. Je n'ai pas noté tout ce qui forme un philosophe sur le slide, ça vous donne une idée, et donc le philosophe va être dans le plaisir, il va être distrait, rêveur. Quand je parle de ça, je vois mon fils, vous lui parlez, il est dans la lune. Et c'est un peu tous les enfants, je suis d'accord. Mais c'est quelqu'un qui va être curieux, qui va se poser les questions, mais qui est calme, terriblement calme, qui fait les choses à son rythme, que le rythme soit lent ou rapide. J'ai pas dit que c'est quelqu'un qui traînait la patte tout le temps. Donc, c'est quelqu'un qui fait les choses à son rythme, pas au vôtre, donc il faut s'adapter. S'il va lentement, vous devez aller lentement. S'il va vite, vous devez aller vite. Mais voilà, il faut s'adapter. Et c'est quelqu'un d'extrêmement spontané et d'authentique. Il va aimer d'ailleurs la nourriture authentique, les produits du terroir. Et au niveau vêtements, vous le voyez, des vêtements confortables, des matières naturelles. Et je le répète, oui et pas forcément. On peut dire que pour le philosophe, tout est dans le plaisir, tout est occasion à parler plaisir, et c'est quelqu'un qui va être tout le temps dans la contemplation. Waouh! Il y a 5 lampes sur le mur, elles sont disposées d'une manière parfaite. C'est génial. Ça, c'est le philosophe. Ensuite, en opposé, toujours hors des 3 états de stress, mais dans le calme, mais là, le bébé le nourrisson commence à se dire je suis plus si bien que ça, il fait un petit peu froid ici, j'ai faim. Et là, quand il commence à se sentir un petit peu, mais n'a aucune réaction, il pleure pas, il gémit pas, on vient s'occuper de lui. Et je ne dis pas que vos comportements, vous les devez obligatoirement à vos parents. N'en veuillez pas à vos parents. C'est vous qui avez enregistré un certain fonctionnement. Et donc, le bébé c'est bien, merci de me donner à manger, c'est cool. Et au fur et à mesure, la personne va devenir ce qu'on appelle un novateur. Un novateur, c'est, je crois que on doit avoir une bonne partie de novateurs dans l'assemblée. On va être tourné vers, je suis novateur, entre autres, on va être tourné vers les technologies, on va aimer comprendre. C'est bien global, mais c'est quand même sympa le détail. Et on va aimer apprendre, prendre des choses à gauche, à droite et en faire quelque chose d'autre. S'approprier les choses, on va aimer démontrer.
alors je vais te prouver que, et c'est comme ça, et puis A, B, voilà. On a besoin qu'on nous parle, qu'on nous transmette du sens. Pourquoi faire ça? Pourquoi veux-tu que je fasse ça? Quelle est l'utilité? Ça n'a aucun sens si c'est juste pour te faire plaisir. Non, il doit y avoir un sens. C'est quelqu'un qui va être dans la réflexion. Et on appelle tous ceux qui vont être dans le niveau du novateur, on appelle ça l'action empêchée. Donc le philosophe, lui, il est dans une action réussie, il était calme, et on lui a apporté tout ce qu'il fallait. Le novateur, il était plus trop calme. Donc son action de calme est un petit peu perturbée. C'est l'action empêchée. Tous ceux qui seront dans une action empêchée seront introvertis. Tous ceux qui seront dans une action réussie seront extravertis. On repasse sur justement les extravertis, l'action réussie, mais ici c'est pas le calme, c'est la fuite. La fuite. Que se passe-t-il? Eh bien le bébé commence à pleurer, il crie. Mais il remarque que je crie, on arrive. Je crie, on arrive. Je suis pas en colère, mais j'ai crié. Je crie, on arrive. On s'occupe de moi. Et la personne va comprendre que l'action amène une réaction. J'ai une action, je bouge, je suis dans le mouvement, on vient s'occuper de moi. Je suis dans le mouvement, on vient s'occuper de moi. Et on enregistre ce phénomène. Et lorsqu'on grandit, on devient ce qu'on appelle donc un animateur. On aime bouger. On aime tout ce qui est extravagant, on aime les couleurs, on aime le bruit, on aime la scène, on va faire de l'impro, du théâtre, du cinéma, on aime faire la fête, on aime les gens, mais on n'a pas besoin des gens. Un animateur va vous faire des blagues, et peu importe si vous rigolez, l'animateur, il a juste sorti sa blague, il est content. Voilà. C'est quelqu'un qui aime les couleurs, hein, qui a besoin d'attirer le regard. Il va adorer et plaire. Pas séduire, mais plaire. Les gens m'adorent. Génial. On voit d'ailleurs dans l'image une image des bronzés. C'est vraiment ça. L'animateur, c'est quelqu'un qui va venir vous chercher pour faire la fête. Super. Mais toujours pour lui, pas pour vous. C'est quelqu'un qui est tourné sur les choses. Il est autonome. Il n'a pas besoin des gens, sauf pour avoir le rendu de ce que lui veut dégager. Ensuite, on passe au stress de fuite empêché. Ça ne veut pas dire qu'on a empêché quelqu'un de fuir. Ça veut dire que le nourrisson s'est mis à pleurer, s'est mis à bouger, on n'est jamais venu s'occuper de lui. C'est arrivé des centaines de fois. Il n'est pas encore passé dans la colère, mais il a commencé à s'agiter, il n'y a pas eu de réaction. Et c'est seulement après, juste avant qu'il commence à piquer une colère, que l'on est venu s'occuper de lui. Et le nourrisson enregistre ce fonctionnement et va se dire, ok, là je dois me gérer tout seul. Je dois faire attention. Et ça s'appelle un gestionnaire. Quelqu'un qui va être dans la sécurité. Quelqu'un qui va avoir besoin que les choses soient carrées. Qui va se dire, ok, je rentre dans un bâtiment, la porte est là-bas, le détecteur incendie est là-bas, l'extincteur est là, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui va rechercher l'économie. Parce que le bébé s'est dit, ça ne sert à rien que je crie, on ne s'occupe pas de moi. Donc je vais m'économiser. C'est quelqu'un qui va donc faire de l'économie d'énergie, mais d'argent. Toujours acheter le meilleur rapport qualité-prix. C'est quelqu'un qui va faire ses courses et se dire « Waouh, si je prends 3 packs, j'ai 20 cents de réduction, je prends. » Donc un gestionnaire qui fait ses courses, en général, vous êtes sûr que vous avez une cave qui est prête pour la 3e guerre mondiale. Le gestionnaire n'aime pas trop la fantaisie. Il va aimer les procédures par contre. C'est carré, c'est clair, c'est la sécurité. Et donc on appelle ça la fuite empêchée, de nouveau, empêchée.
Toujours une personne autonome et axée sur les choses. J'ai besoin de personne pour gérer. J'ai besoin de personne pour. Je n'ai besoin de personne pour m'assurer que la sécurité est OK dans la pièce où je me trouve ou dans le bâtiment. Et donc c'est quelqu'un toujours dans la réflexion. Et il est 11h15. 10 minutes. On va se laisser 5 minutes et après 5 minutes de questions peut-être. Ok. Ouais. Alors je vais vite terminer les biotypes. Ensuite on a le stratège. Alors j'en connais un super de stratège. Le stratège c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour lui. C'est quelqu'un qui aime les voyages, qui a besoin d'harmonie dans un groupe. C'est quelqu'un qui va vous dire il faut qu'on fasse le rapport ensemble. Mais il ne va pas faire le rapport. Il vous demande de le faire. C'est spontané. Le stratège, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui gère l'ensemble et c'est à vous à faire. C'est un fonctionnement naturel. Il aime déléguer. C'est quelqu'un d'élégant, très soigné, de vraiment sympathique. Et là, on commence à avoir des personnalités tournées vers les personnes. Le compétiteur, lui, c'est quelqu'un qui... Attention, quand je dis compétiteur, c'est quelqu'un qui va être dans la compétition avec lui-même, pas forcément avec les autres. C'est un winner. Il aime le challenge. Cap ou pas cap, je vais sauter. Allez, je peux le faire. C'est quelqu'un, c'est la lutte empêchée, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, mais tourné vers les personnes. On va faire et moi je vais briller. Il y a le participatif, là on arrive dans un stress d'inhibition réussi. Le participatif, il aime faire avec les autres. C'est quelqu'un qui va aimer la chaleur, je suis bien dans mon lit, c'est moelleux, c'est chaud. On fait les choses ensemble, c'est quelqu'un tourné dans l'affectivité, mais avec une personne ou quelques personnes, mais pas de grand groupe. Qui va aimer donc la chaleur, qui aime la complicité, le partage et l'amitié. Et enfin, le 8e biotype, le solidaire. Le solidaire, c'est quelqu'un qui fait pour les autres. Là, on a dépassé tous les états de stress et c'est quelqu'un qui a compris très très tôt qu'il fallait s'abandonner pour les autres. Ça nous amène au tempérament. Nous avons tous ces 8 biotypes en tempérament et le tempérament, c'est l'énergie positive. Quoi qu'on vous fasse, votre tempérament vous amène à avoir quelque chose de positif dans l'action. Vous êtes tourné, votre personnalité primaire, c'est votre moteur intrinsèque. Pour ceux qui connaissent les moteurs intrinsèques, extrinsèques, votre personnalité primaire, c'est le biotype ou les biotypes qui vous animent. On ne peut rien faire contre. C'est de l'automotivation. Vous aimez faire des blagues et que personne n'y rigole, vous en ferez tout le temps. Mais avec l'éducation, ces mêmes biotypes se transforment en caractères, et là c'est vraiment pour faire plaisir. Les personnalités secondaires, les caractères, c'est une obligation quelque part. Ça nous amène à du positif, nos valeurs, et à du négatif, nos antivaleurs. Le bonne case, le caractère bonne case, c'est quand on vous dit « range ta chambre »,« oui maman »,« range ta chambre »,« oui maman »,« range ta chambre ». Vous comprenez qu'il faut le faire pour faire plaisir, il faut bien, il faut. Par contre, le mauvaise case, c'est tout ce qui va être nos freins. Quand vous avez entendu 2 millions de fois « range ta chambre », quand vous étiez jeune, vous êtes adulte, vous êtes au milieu d'un foutoir épouvantable et vous vous dites « il faut que je range ». C'est un frein. Et enfin, j'ai beaucoup accéléré, les personnalités velléitaires, c'est tout ce qu'on souhaiterait être mais qu'on ne fait jamais. Demain, je fais du sport. C'est 1er janvier, demain, je fais régime. Et vous ne le faites jamais. Ça vient aussi de vos personnalités. Et je vais terminer avec le positionnement grégaire. Je n'aurai malheureusement pas le temps d'aller très très loin. Le positionnement grégaire, c'est la position qu'on tient dans le groupe. Nos personnalités, plus le positionnement grégaire. Je suis dominant, je suis soumis. Je suis dans l'inclusion ou dans l'exclusion des personnes. Globalement, nous sommes presque tous, la majorité des êtres humains sont dans l'assertivité. On est standard. Et parfois, on a des ultra-dominants, on a des psychopathes, on a des choses comme ça. Là, on se retrouve à l'extérieur du cercle jaune, du cercle de l'assertivité. Tous ces éléments mis ensemble font de nous ce que nous sommes. Et chaque biotype va ou ne va pas avec d'autres. On peut les regrouper par « je suis tourné vers les choses » ou vers les personnes. On peut les regrouper par état réussi, état empêché.
Et parfois, je saute quelques slides, on a quelques difficultés à vivre avec les autres. Un philosophe et un novateur, alors que nous avons le même état de stress, mais l'un réussit, l'autre empêché, on va avoir des similitudes, et puis de temps en temps, le philosophe il va en avoir marre du novateur, et le novateur va en avoir marre du philosophe. Tous ces éléments font que dans un groupe, on a de grosses difficultés, ou parfois ça va très bien. Un philosophe ne va pas supporter l'animateur et le participatif. Le philosophe, il est seul. L'animateur, il bouge de trop pour le philosophe. Il y en a d'autres. Je saute, j'arrive, mon ami. Pour apprendre tout ça, il suffit de passer des tests. Il y a des tests qui existent ou des entretiens qui permettent au coach qui vous fait passer un test de vous situer et de vous dire dans votre personnalité, vous avez un peu plus de novateur ou un peu plus d'animateur. Pour ma part, je suis novateur, je suis un petit peu animateur, j'ai du frein dans les deux et je suis participatif, entre autres. Pour conclure, très vite, parce que je vois Christophe qui est debout et qui m'attend. Tous nos vécus fait de nous ce que nous sommes. Nous pouvons faire intervenir notre cerveau, notre préfrontal pour essayer d'améliorer les choses, de passer d'un état à un autre. On peut très bien, sans être animateur, être un minimum animateur en travaillant notre personnalité. Je vais vite dire merci à NeoASBL et à l'Institut de neurocognitivisme pour toutes ces informations que j'ai pu acquérir, tout ce savoir que j'ai pu acquérir chez eux. Et je vois Christophe, donc je m'arrête. Mais oui, parce que j'ai des questions. Donc, je t'en prie, mon ami. Donc d'abord, félicitations pour ton adaptabilité. C'est bien quand on se connaît, on peut être agile justement et gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et donc, j'ai 2-3 questions. Là, la première question, c'est quand est-ce que tu utilises tout ça? Parce que c'est hyper cérébral, il faut analyser. Donc, tu utilises ça quand tu fais des racis, quand tu as une communication à faire, quand tu es en réunion. C'est quoi, toi, le moment où tu utilises le plus? Tous ces biotypes, on peut remarquer certains traits de caractère. Je ne vais pas utiliser le mot caractère. On peut remarquer certains tempéraments ou caractères, si quand même, en discutant avec les personnes. Le vocabulaire utilisé est différent, et donc avec la pratique, on peut remarquer, lui, il s'agite un petit peu plus, il a peut-être de l'animateur, ou lui, il est très carré, il a besoin de détails. Donc, on peut s'adapter au langage de l'autre, ça permet d'avoir un meilleur contact. Un peu en PNL, quand on synchronise, c'est un peu le même phénomène. On peut passer des interviews quand le client est intéressé de connaître un peu pour pouvoir améliorer le fonctionnement de son équipe. On peut passer des interviews, faire passer des tests éventuellement et dire attention, voilà, telle personne et telle personne, on aura quelques difficultés pour les faire collaborer et on pourrait peut-être faire ça. Donc tu veux dire qu'il y a des personnalités qui sont incompatibles? Absolument. Ah. Absolument. Si je remonte, oui, un gestionnaire ne va pas supporter un animateur. Le gestionnaire, c'est très carré. Il a besoin alors c'est point A, point B, point C, voilà. Alors que l'animateur, il arrive, je dis, allez, pour caricaturiser, merci. L'animateur, il est plus agile que le gestionnaire. Il arrive, ok, on y va comme ça, c'est bon, on va y aller. Le gestionnaire, ça doit être absolument carré. Et c'est encore mieux quand le gestionnaire sait qu'il a besoin d'agilité et quand l'agilité sait qu'il a besoin de l'autre. Donc pour ça, on peut quand même travailler ensemble si on découvre que l'autre peut nous apporter quelque chose. Absolument. Ok, très bien. Et une question beaucoup plus personnelle, Stécie, ça t'a apporté quoi tout ça? Toi, c'était quoi ton flash sur cette neuroscience? Il y a eu un moment où tu t'es dit tiens, ça me fait du bien, ou j'ai découvert un truc? Alors moi j'ai adoré tout ce décortiquage du fonctionnement du cerveau, quels sont les biotypes. Alors il y a quelque chose qui n'existe pas encore, c'est une comparaison avec les autres. Donc je sais que je suis né à Gramba 6, je sais quel biotype j'ai, quelle est la correspondance, pourquoi. Il n'y a pas vraiment de correspondance. Il faut prendre un peu de tout ce que l'on trouve de bien et de mauvais dans chaque modèle. Tous les modèles sont faux, donc en voilà un nouveau. Enfin, un autre. C'est pas nouveau, les années 70, c'est pas non plus. Mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir mixer tout ça et se comprendre. D'abord se comprendre et se dire « Ah tiens, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé des freins. » Ce qui fait que le caractère devient mauvaise case, on a des freins. J'ai appris quels étaient certains de mes freins et donc maintenant on travaille dessus. Ah voilà, très bien. Donc se connaître soi-même, peut-être que c'est un peu la question qu'on va garder en tête pour finir ça. Et donc la question c'est qui suis-je?
en fait. Quels sont mes freins, quelles sont mes forces, pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Tout à fait. Ce que j'entends de Exactement. ce que tu as dit. Donc, Exactement. Voilà, on vous souhaite une bonne réflexion sur qui vous êtes. Et donc, pour la suite, donc l'étape suivante, il va y avoir, vous rappelez, toujours 2 salles. Donc, la première salle, qu'on va appeler la salle de gauche, ça va être avec Eric Decosso à 11h30. Et le titre exact de sa présentation, c'est donc « Jeux et conversation agile ». Donc là, ça va se passer comme maintenant dans Gathertown. Donc maintenant que vous avez tout compris, vous allez pouvoir vous rapprocher de la scène et tout va bien se passer. Et en parallèle à ça, il y aura Marilène André qui va être sur Zoom, dans la salle de droite, on va dire comme ça, se connecter à son guide intérieur pour faire les bons choix en entreprise. Voilà, à 11h30 aussi. Merci beaucoup Stécie et à très bientôt à tous. Merci à toi.